Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui enfin en vidéo pour vous présenter mon top et mon bilan de mes lectures de l'année 2022. Aujourd'hui je vais donc vous présenter un top 15, en sachant que c'est un top 15 avec en plus une petite mention honorable. Et puis je vous parlerai également de quelques graphiques que j'ai beaucoup appréciés. Mais avant ça on va parler rapidement côté bilan. L'année 2022 ça a été l'année la moins chargée en lecture depuis que je suis sur YouTube. Donc depuis que je me suis vraiment remise à lire en 2015. Je pense que l'année 2015 devait être à peu près équivalente, mais je pense que depuis 2016 globalement j'ai toujours plus lu que ce que j'ai lu cette année. Il y a eu des mois où j'ai vraiment beaucoup lu et des mois où j'ai quasiment rien lu, donc voilà, c'était vraiment très inégal et c'est ce qui fait aussi que le bilan à la fin de l'année est plus faible. Alors après ça reste quand même un bilan qui est quand même assez bon, hein. J'ai lu cette année donc 92 romans et 50 titres graphiques. Et j'ai en plus abandonné 2 livres, j'abandonne pas forcément énormément de lectures. Côté pile à lire, ma pile à lire a augmenté et elle a pris plus 35 livres parce que même si j'ai quand même, je pense, moins acheté que les autres années, j'ai quand même acheté des livres, voilà. Côté un petit peu statistique, parce que c'est des petites choses que j'aime bien faire, globalement les genres que je préfère sont les genres de la fantasy et du contemporain et l'historique on va dire, mais c'est vrai que la fantasy ça fait seulement depuis l'année dernière, je crois que c'est vraiment un des genres majoritaires dans mes lectures parce que je m'étais un peu remis comme défi de vraiment prendre le temps d'en lire depuis l'année dernière, je pense. Pour chaque lecture, je note le genre. Alors des fois le genre c'est pas forcément hyper précis et c'est plus par rapport à ce que moi j'en ressens, donc ça peut arriver qu'il y ait certains livres qui soient classés par exemple en fantastique que moi je vais classer en fantasy parce que pour moi ils correspondent plus aux critères de la fantasy et inversement. Donc je note le genre, je note la destination en termes de public, si c'est de l'adulte, du young adulte ou de la jeunesse. Pareil, ça peut m'arriver aussi de prendre des libertés par rapport à ce qui est communiqué autour du livre. Je note le genre de l'auteur, si c'est un auteur ou une autrice. Et puis je note la nationalité parce que globalement ce que je préfère ce sont... Alors ça va pas forcément ensemble mais globalement je préfère les livres écrits par des femmes, je préfère les livres de fantasy et donc de contemporain, je préfère les romans adultes et je me sens en général quand même plus proche des titres écrits par des Français et des Françaises. Ensuite je suis souvent aussi plus proche plutôt des écritures anglaises qu'américaines, donc voilà, c'est pour ça que je fais ces petites statistiques, mais globalement ce que j'aime le plus c'est la lecture variée et j'aime toute la diversité qui est proposée dans la lecture. Cette année j'ai donc lu 66 autrices et 26 auteurs, donc une large majorité d'autrices féminines du coup. 55 auteurs et autrices français, suivis de 18 États-Unis, 12 Canada, 12 anglais, et puis ensuite un petit peu Canada, Chine, Belgique, Australie, Espagne et Italie. Il n'y avait pas une grande diversité en termes de nationalité cette année. J'ai fait des années avec des choses plus variées que celle-ci. Au niveau des tranches d'âge de destination, pareil, ça correspond assez bien avec mes préférences puisqu'on a 45 titres adultes, 35 young adultes et 12 jeunesse. Côté genre littéraire, on a donc 24 contemporains, c'est ce qui arrive en tête, suivi d'assez près avec 22 fantasy. Je suis vraiment très contente que ce soit le genre qui arrive en deuxième. Ensuite on a 19 fantastiques, puis 12 historiques, 11 SF et puis un petit peu de thriller, essai et romance. J'ai également noté d'autres petites choses côté statistiques. J'ai lu 36 service presse dans l'année, ça correspond aussi les audios et des titres graphiques. Donc je trouve que ça en fait quand même pas mal. Je pensais que je serais à moins parce que je reçois beaucoup moins de services presse depuis on va dire le printemps 2022 parce que c'est aussi le moment où je suis devenue beaucoup plus irrégulière sur les réseaux sociaux, donc ça me semble logique du coup voilà, de moins demander de titres et puis de moins en recevoir. J'ai aussi certains partenariats qui se sont arrêtés à ce moment-là, ce qui n'est pas forcément mon choix, mais voilà. Et j'ai lu 16 romans audio, donc ça c'est plutôt pas mal. Je m'y suis plus remis là sur la fin d'année. Je sais que les derniers mois par exemple il y en avait beaucoup plus que le début d'année, donc voilà, ça aussi c'est chouette parce que c'est vrai que j'aime vraiment bien le format de livre audio. Donc voilà pour ce qui était du côté bilan. On va donc passer au top. On va commencer côté roman avec un top 15, mais avant vraiment d'entrer dans le top 15 j'ai un petit livre bonus. Un petit.
j'ai une série de livres bonus. La série des Blackwater par Michael McDowell. J'ai décidé du coup voilà, de pas les inclure directement dans mon top parce que globalement je les ai quand même moins aimés que d'autres livres que j'ai pu mettre là, mais ça reste une série qui m'a suivie sur plusieurs mois de l'année et c'est pour ça que j'avais envie de la mettre là. C'est du coup une série fantastique dans laquelle on a une histoire de famille, un peu une saga familiale mais avec un aspect fantastique et un petit peu qui penche un petit peu vers de l'horrifique, et donc on suit toute une famille sur plusieurs générations avec tous les phénomènes bizarres et étranges qui vont s'y passer, et voilà, je suis vraiment contente de les avoir découverts. Ils font chacun 250 pages, ça se dévore à chaque fois. Donc voilà, en 15e place j'avais mis Anne d'Avonlea, donc le tome 2 de Anne de Green Gables par Lucy Maud Montgomery. C'est une série que j'aime vraiment beaucoup, j'ai beaucoup aimé le premier et le deuxième tome, j'ai le troisième juste là derrière moi. Donc ouais, vraiment c'est une série que j'aime beaucoup, pareil les éditions sont magnifiques, c'est aussi chez Monsieur Toussaint l'ouverture, et je vous recommande très chaudement de découvrir le personnage de Anne qui est tellement touchant et chouette dans sa province canadienne. D'ailleurs j'ai toujours pas vu la série, hein, ça n'a pas changé depuis l'année dernière. À la 14e place j'avais mis La carte postale par Anne Berest, c'est un titre que j'ai lu en audio et que j'ai vraiment beaucoup aimé. On est sur une histoire qui se passe à l'époque actuelle et puis à l'époque de la Shoah, puisqu'on va suivre du coup l'histoire de la famille de Anne. On la suit à travers pas mal d'années quand même, mais voilà, une grosse partie de sa famille va être déportée et c'est de ça dont ça parle. On est sur une histoire avec un peu des secrets de famille, des choses qui ressurgissent, puisque Anne va partir à la recherche de la personne qui a écrit, qui a envoyé une carte postale avec les noms des personnes de sa famille qui ont été déportées dessus. J'ai mis à la 13e place L'Arpenteuse de rêve par Estelle Faye, qui est un roman de fantasy adolescent qui m'a vraiment bien plu. J'aime beaucoup Estelle Faye, vous le savez je pense, et vraiment voilà, j'ai trouvé ce titre très chouette. On est sur un récit qui parle aussi pas mal d'écologie. C'est pas dit de manière hyper rentre dedans mais c'est quand même vraiment présent dans le récit, puisqu'on a une ville qui est de plus en plus abîmée, avec des rêves et des choses autour des rêves, autour des cauchemars qui commencent un petit peu à hanter la ville et qui causent de réels soucis. Et donc nous on va suivre un groupe de personnages, j'aime beaucoup le fait que ce soit des personnages qui se sont regroupés ensemble et qui ont fondé leur famille comme ça. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans les récits. À la 12e place j'avais mis Les Sœurs Hiver par Jolane C. Bertrand aux éditions de l'École des loisirs. D'ailleurs il y a son nouveau titre qui vient de sortir et que j'ai hâte de découvrir. C'est un roman jeunesse, ici vraiment jeunesse, plutôt de fantasy conte. Il y avait en fait deux sœurs hiver. La grande et la petite, et la grande hiver c'est le côté vraiment d'hiver glacial, assez froid, assez dur, etc. Surtout que ça se passe dans le Grand Nord. Et puis la petite hiver c'est tout le côté plus avec les fêtes de fin d'année, les batailles de boules de neige, etc. C'est le côté un peu plus joyeux de l'hiver, et sauf que la petite hiver a disparu, donc maintenant il ne reste plus que l'hiver froid et glacé et pas chouette. Et donc voilà, on va partir à la recherche de tout ça. C'est un titre jeunesse mais qui finalement parle de pas mal de thématiques, et notamment ça parle pas mal de dépression et également d'autres thèmes. On a un personnage trans qui est quand même assez important dans le récit. Donc voilà, c'est vraiment un très chouette roman jeunesse avec une belle représentation et une vraiment chouette histoire. À la 11e place j'ai mis Piranèse. Piranèse c'est un titre que j'ai découvert complètement par hasard. Je l'avais quasiment pas vu passer en fait, et je l'ai trouvé à la médiathèque de la ville où j'habitais en début d'année 2022. Je l'ai pris parce que ça avait un côté un peu Madeline Miller vibe, et j'aime beaucoup Madeline Miller et ses romans, donc Circé et Le Chant d'Achille. Du coup là, c'était un peu vendu comme étant dans la même lignée. C'est ce qui m'a donné très envie de le découvrir. Alors c'est un roman que j'ai failli abandonner au bout de 3 pages parce que l'écriture est quand même très particulière. Et c'est pas facile d'y rentrer, et il y a des majuscules absolument partout. Tous les mots quasiment ont des majuscules, donc c'est quand même assez spécial à lire. Et vraiment on est sur une histoire qui est très particulière, qui se passe dans un grand labyrinthe mythologique qui est tellement grand qu'on peut pas en faire de plan, et on sait pas jusqu'où ça va, on sait pas combien de pièces il y a dedans. Et là-dedans, nous, on suit un personnage. En fait, ils sont très peu à vivre dedans. Mais lui, voilà, il y vit tout le temps. Il essaye justement de tout cartographier, il écrit, etc. Tout ce qui se passe. Et on est vraiment sur un truc très mythologique, avec des salles qui sont immergées en fonction des marées, etc. C'est vraiment un récit et un univers
très immersif et très particulier. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Et puis ensuite ça part un petit peu sur autre chose, avec un côté un petit peu plus enquête, qui était peut-être un petit peu moins à mon goût, mais qui était quand même vachement intéressant. Donc voilà. Ensuite, à la 10e place, j'ai mis Paris-Briançon de Philippe Besson. Philippe Besson, c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup et il écrit des romans qui sont courts et souvent très percutants. Paris-Briançon, c'est un récit qui se passe dans un train de nuit et on sait dès le début qu'il va y avoir un accident, qu'il va se passer quelque chose de dramatique et on voit du coup tous ces personnages qui n'ont rien en commun et qui se rencontrent juste par le hasard des choses parce qu'ils sont dans le même train, dans le même wagon couchette et qu'ils apprennent à se connaître le temps d'une nuit. Qui sera du coup la dernière pour certains d'entre eux. C'est un récit vraiment que j'ai dévoré d'une seule traite, j'étais complètement prise dedans, captivée dedans, et c'est vrai que comme je vous disais, comme en 2022 j'ai quand même moins lu et qu'il y a des périodes dans lesquelles j'avais du mal à me plonger dans les livres, les quelques livres que j'ai lus comme ça d'une traite en 2022, je les ai d'autant plus appréciés. À la 9e place, j'ai mis Le Retour du Hiérophante, donc le tome 2 des Maîtres Enlumineurs de Robert Jackson Bennett. J'avais mis le tome 1 dans mon top de l'année dernière et ce tome 2 était également vraiment très chouette. C'est une trilogie de fantasy, j'ai hâte que le dernier tome soit traduit puisqu'il est déjà sorti en anglais. Mais ouais, c'est une trilogie de fantasy avec un univers qui est absolument incroyable, le système de magie est hyper développé. J'ai rarement lu de livres de fantasy avec fonctionnement de magie qui soit aussi poussé que ça et vraiment rien n'est laissé au hasard, tout s'explique par le fonctionnement magique et donc le principe magique c'est qu'il y a donc des enlumineurs qui peuvent commander et donner des instructions à des objets pour les faire fonctionner différemment de la manière dont ils sont censés fonctionner, mais il y a malgré tout des règles qui sont très précises quand même qui existent et qui régissent tout cet univers et franchement je trouve ça incroyable, j'adore le groupe de personnages, vraiment voilà, c'est vraiment une très chouette série si vous l'avez toujours pas découverte et que vous aimez la fantasy adulte parce que du coup c'est quand même un récit qui est assez riche et du coup qui est pas forcément le plus simple à aborder, mais voilà, si c'est des choses qui vous plaisent, vraiment foncez découvrir cette série. À la 8e place, je peux vous les montrer puisque je les ai avec moi. Non pas un livre ou une série, mais une autrice, à savoir Alice Oseman, puisque j'ai lu 8 de ses titres en 2022. Donc Heartstopper, j'avais déjà lu les tomes 1 et 2 en anglais, et donc je les ai relus, j'ai relu donc cette fois-ci les 4 tomes que j'ai enchaînés en anglais. J'ai enchaîné ensuite avec ces deux-là, donc Cet hiver et Nick et Charlie, donc ça c'était des lectures de décembre. J'ai beaucoup aimé Cet hiver, mais j'ai pas trop aimé celui-ci, donc celui-ci en soi ne fait pas vraiment partie du top, mais par contre Cet hiver j'ai vraiment bien apprécié. J'ai également lu Loveless au printemps, et Loveless, vraiment celui-ci j'ai adoré, c'est un titre que même tout seul il aurait pu faire partie de ce top de l'année. C'est vraiment un récit que j'ai trouvé hyper touchant et j'étais vraiment prise dedans. L'année solitaire, c'est le premier roman d'Alice Oseman, il est du coup un petit peu moins abouti sur certaines choses, mais à côté de ça il est aussi très touchant par d'autres aspects, et ce côté de se sentir seul même s'il y a plein de personnes autour, parce qu'on se sent en décalage et qu'on s'y retrouve pas. J'ai trouvé ça vraiment touchant, et du coup on est sur l'histoire de Tori, donc la grande sœur de Charlie. À la 7e place, j'ai mis Une pour toutes. Celui-ci je l'ai lu en janvier, c'était une de mes premières lectures de l'année et c'était une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. Une pour toutes, c'est donc de Jean-Laurent Del Socorro, qui est un auteur que j'aime beaucoup. On est ici sur un titre à destination young adulte et franchement c'était super, j'espère qu'il republiera pour cette tranche d'âge. On est ici sur l'histoire de Julie Maupin, qui est une femme qui a vraiment existé, qui était à la fois une escrimeuse de talent, mais aussi une chanteuse d'opéra, une comédienne, etc. C'est une femme qui avait plein de vies différentes, qui était une femme bisexuelle et qui du coup dérangeait un petit peu par ses mœurs. Je crois que c'est à l'époque de Louis XIV, mais je vous dis peut-être des bêtises en termes de temporalité. Mais voilà, en tout cas c'était vraiment très chouette, il y a une toute petite touche fantastique dedans, qui était peut-être pas forcément indispensable. Ensuite, à la 6e place, j'ai décidé de mettre Concrète Rose par Angie Thomas, qui est une sorte de préquel à The Hate You Give, puisqu'on suit ici l'histoire de Maverick, donc le père de Star et de Seven, au moment où justement il apprend qu'il va devenir papa de 2 enfants en plus, de 2 femmes différentes, et 2 jeunes femmes différentes, et donc voilà, on va le voir comment est-ce qu'il deal avec tout ça pour assumer au mieux son rôle de papa, parce que c'est quelque chose qui lui tient très à cœur dès le départ, et du coup on voit aussi toutes ses relations avec d'autres personnages,
personnages qu'on va retrouver adultes du coup dans The Hate You Give, et c'était hyper intéressant et on voit vraiment comment tout était bien ficelé dans la tête d'Angie Thomas. Je sais pas si en écrivant The Hate You Give elle avait déjà toute cette histoire en background dans sa tête, ou si elle l'a reconstruit ensuite pour expliquer toutes les relations, mais en tout cas c'est vraiment hyper cohérent et je trouve ça très chouette. J'avais beaucoup aimé The Hate You Give, j'aime aussi beaucoup le film, et du coup j'étais ravie de replonger dans cette histoire. À la 5e place, j'ai décidé de mettre The Black Flamingo par Dean Atta. C'est lui aussi un titre que j'ai lu d'une seule traite. Comme Paris-Briançon, je l'ai lu dans un train et je l'ai commencé et je l'ai pas lâché. C'est un récit qui fait quand même un peu plus de 300 pages, mais comme c'est du mix média avec des poèmes, des vers libres, etc. dedans, ça se lit quand même assez vite. Mais c'est vrai que je m'attendais pas du tout à le lire d'une seule traite. Et comme je dis, ouais, tout simplement, j'ai pas réussi à le reposer. C'est un titre qui m'a vraiment captivée. On est sur l'histoire de Michael, qui est un jeune adolescent qui va rencontrer l'univers drag et qui va s'en passionner, et qui va décider, par contre sa particularité c'est qu'il va décider non pas de créer une drag queen, mais de créer un être drag, qui est donc le Black Flamingo, le flamant noir, qui est ni spécialement homme ou femme, mais juste qui est un être et une personne qui représente un petit peu ce qu'il voudrait être, et aussi qui a un personnage qui lui laisse la liberté de pouvoir faire ce qu'il veut et de se détacher un petit peu du jugement. C'est un récit que j'ai trouvé très touchant, que j'ai beaucoup apprécié. On est vraiment sur une quête de soi et c'est une thématique que j'aime beaucoup dans le genre young adulte, et je trouve vraiment que cet élan de diversité qu'il y a depuis quelques années en young adulte avec des personnages LGBT et aussi tout l'univers du drag, je trouve que ça apporte vraiment un élan de fraîcheur et d'ouverture d'esprit à l'univers de la littérature young adulte. À la 4e place, j'ai décidé de mettre un récit qui a été, je pense, la plus grosse surprise de cette année, parce que par rapport au reste des romans du top, c'était des romans quand même que globalement je m'attendais à apprécier, mais celui-ci, je l'avais quasiment pas vu passer, et je l'ai découvert complètement par hasard. Je l'ai acheté parce qu'il était en occasion à petit prix, que je l'ai payé je crois 2 €, quelque chose comme ça, et je me suis lancée dedans parce que c'est un titre assez court et facile à lire et que c'était pendant un week-end à 1000, donc vraiment voilà, je me dis c'est vraiment un récit dans lequel je suis entrée sans spécialement en connaître grand chose et sans en attendre grand chose, et j'ai pris une telle claque avec ce roman que c'est pour ça vraiment qu'il avait complètement sa place dans ce top. Et du coup il s'agit de Soleil jusqu'à la fin de Mélanie Georgelin. C'est publié aux éditions Sarbacane, et donc c'est un récit qui m'a tellement touchée quand je l'ai lu. On est du coup ici sur l'histoire de Amaya, qui est une jeune fille qui vit avec sa mère. Son père est parti il y a quelques années déjà, et en fait sa mère va décéder, et du coup Amaya, comme elle est mineure, va se retrouver à partir en foyer d'accueil. Au départ c'est vraiment très compliqué pour elle, donc on la suit dans ce foyer d'accueil dans lequel elle commence un petit peu à se reconstruire, et il va de nouveau lui arriver quelque chose de vraiment compliqué, suite à ça elle va être envoyée en famille d'accueil d'urgence à la montagne chez un couple qui a accueilli pendant de nombreuses années des enfants qui étaient dans des situations un petit peu similaires. Et au départ c'est vraiment compliqué avec Amaya, ils ont du mal à s'entendre, ils ont du mal à se comprendre, et d'autant plus avec le monsieur du couple. Et puis finalement on va les voir apprendre à se rencontrer, à se découvrir, et on va voir renaître Amaya à la montagne, et c'est vraiment un récit que j'ai trouvé mais tellement touchant, et voilà, c'est un récit qui m'a beaucoup fait pleurer. Je l'ai dévoré lui aussi, c'est un titre qui mérite vraiment beaucoup plus de lumière sur lui. Ensuite on va donc arriver dans le top 3. Comme vous avez vu, du coup les 3 titres précédents c'était 3 romans adolescents et contemporains, et donc là on arrive sur les top 3, et cette fois-ci on est sur un top 3 de fantasy. De fantasy francophone en plus. À la 3e place j'ai décidé de mettre un duo de livres. J'en ai qu'un seul, les deux avec moi, mais du coup j'ai décidé de mettre le projet donc de la tour de garde de Guillaume Chamaladian et Claire Duvivier, qui était déjà dans mon top de l'année dernière avec le premier tome de Capitale du Sud, et du coup cette année j'ai mis dans mon top donc le tome 2 de Capitale du Sud et le tome 1 de Capitale du Nord. Vraiment c'est une série que j'aime énormément, que je trouve très bien faite. On est du coup sur 2 trilogies de fantasy adulte qui vont se rejoindre puisque ça se passe dans le même univers.
On a d'un côté la capitale du Nord et de l'autre la capitale du Sud. Et du coup, dans chacun des deux, on suit des groupes de personnages. C'est des personnages quand même plutôt globalement adolescents ou jeunes adultes en tout cas. Ces personnages se retrouvent confrontés à des villes qui sont vraiment en train de changer. Ils vont découvrir chacun de leur côté des choses qui se passent sur leur ville, qui rebattent un petit peu les cartes. Et puis voilà, dans chacun des deux, on a quand même, à la capitale du Nord, on a vraiment des familles qui sont au pouvoir et ça va changer. Et au Sud, on est un petit peu quand même aussi sur un principe comme ça, mais pareil, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Et moi, personnellement, dans les romans de fantasy, je pense que c'est une des thématiques qui me plaît le plus, tout ce qui est le côté fin d'un empire, etc. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup en fantasy. Donc voilà. J'ai hâte vraiment de lire les tomes 3 de chacune des séries, donc les conclusions. J'aime beaucoup la ligne graphique qui va faire en fait un grand dessin complet quand on les mettra tous les 6 ensemble. Vraiment c'est une super chouette série et je vous recommande vivement de la découvrir si vous l'avez toujours pas découverte. Ensuite, en deuxième place, pareil, c'est pas du tout une surprise, j'ai décidé de mettre de nouveau la série de La Dernière Geste par Morgane of Glencoe. C'était pas dans mon top lecture 2021 parce que j'en ai pas lu en 2021, mais c'était dans mon top lecture 2020. À la première place, il y avait le tome 1 et le tome 2 de La Dernière Geste. Et donc là, cette fois-ci, j'ai lu le tome 3 et le tome hors série qui s'appelle Le Temps du Teuse. C'est une série... Alors, moi je la classe globalement dans le genre de la fantasy au sens large parce que c'est un petit peu compliqué, on est quand même plutôt sur une base du chrony, donc ce serait potentiellement de la SF, sauf qu'on a vraiment de la magie et puis vraiment tout un univers magique dedans. Je vous reprends le jour où je commence le montage parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une partie qui ne s'était pas enregistrée, je suis ravie. On est ici sur une série qui se passe dans une version alternative, on va dire, de notre monde, dans lequel il y a 3 empires principaux, l'empire français, l'empire japonais et un empire ottoman, on va dire ça comme ça. Et puis il y a également la nation de Keltia qui est l'équivalent de l'Angleterre qui elle est complètement séparés, détachés des autres, qui sont un peu considérés comme étant au choix des rebelles, des parias, des illuminés, voilà, parce qu'ils vivent plus en communion avec la nature et également avec les autres peuples qui existent dans ce monde, à savoir différentes types de créatures, de type fées, ailing, selkie, donc plus ou moins sirènes, etc., qui existent dans cet univers. Et donc nous on suit dans cette histoire l'histoire de Yuri qui est une jeune fille et dans le premier tome elle apprend que son père qui est un ambassadeur japonais en France a décidé de la marier avec le dauphin français, sauf que le dauphin français n'est pas une personne très sympathique, c'est le moins qu'on puisse dire, et du coup elle a aucune envie de se marier avec lui. Et puis elle va finalement être amenée à découvrir un peuple qui vit dans les égouts de Paris, d'où le nom Dans l'ombre de Paris de ce premier volume, qui est donc une communauté dissidente, on va dire ça comme ça, qui est en lien notamment donc avec Keltia. Pour ce tome 3, c'est un tome qui démarre à Keltia et c'était super chouette de découvrir enfin davantage Keltia. Je pense que je pourrais lire 10 livres qui se passent à Keltia, que je serais toujours aussi ravie. 10 livres avec la plume de Morgane of Glencoe qui se passent à Keltia. Je trouverais ça top parce que vraiment c'est là où s'exprime tout le potentiel, toute l'imagination de Morgane of Glencoe avec toutes les créatures, etc. Et c'était vraiment super chouette. Sauf qu'elle est amenée à revenir en France à la fin pour résoudre quelques petits soucis. Il s'agit d'une série en 5 tomes et il y a également pour l'instant en tout cas un hors-série qui s'appelle Le Temps du Teuse et qui partage on va dire cette seconde place avec Ordalie puisque c'est un titre que j'ai lu 2 fois cette année. C'est le seul titre que j'ai lu 2 fois cette année et un des rares titres que j'ai lu 2 fois la même année. De manière générale, je suis quelqu'un qui relit très très peu ses lectures, mais en l'occurrence, Le Temps du Teuse, c'est un recueil de nouvelles qui se passe à la période du solstice d'hiver. C'est plus ou moins l'équivalent de Noël, sauf qu'on est dans un monde dans lequel il n'y a pas de christianisme, donc Noël en soi n'existe pas. Ici, on a du coup le Teuse qui est en gros un principe un petit peu comme les Noëls américains, etc. si ça vous parle, où chacun pioche le nom d'une personne et puis doit lui offrir un cadeau.
Donc voilà, donc là c'est la tradition, donc ils s'offrent tous des cadeaux les uns aux autres et du coup on va suivre plein de solstices différents avec plein de personnages différents de l'univers de Morgan of Glencoe, des passages qui se passent bien avant la série de La Dernière Geste où l'on voit notamment les parents d'Yuri et compagnie et c'était trop chouette, j'ai beaucoup trop aimé. Et du coup voilà, c'était sorti donc en numérique au départ sous forme d'un calendrier de l'Avent, ça a été sorti ensuite en intégrale numérique par ActuSF et finalement c'est sorti en format papier à l'automne et du coup moi je l'avais lu cet été en format numérique, je savais pas que c'était prévu en format papier prochainement, je l'ai relu à la période de Noël. Voilà, en papier du coup cette. Et du coup pour terminer, à la première place, nous avons le roman Un long voyage par Claire Duvivier, qu'on retrouve du coup une deuxième fois. Il s'agit ici du coup de son premier roman qui a été publié chez Les Forges de Vulcain, qui est sorti en version audio chez Audiolib, c'est dans ce format-là pour ma part que je l'ai découvert. Et puis qui est également sorti en poche. On est ici du coup sur l'histoire d'un émissaire qui va raconter en fait la vie et sa carrière, mais au-delà de raconter son histoire, il va raconter surtout l'histoire de l'ambassadrice pour laquelle il travaille, Malvin Zelina de Felarazi. Il étonne un petit peu parce que bon déjà c'est une femme et puis en plus elle est très jeune, mais c'est quelqu'un qui a un grand sens politique, etc. On est ici vraiment sur un récit qui parle de la fin d'un empire, ce qui est un de mes schémas, si ce n'est mon schéma préféré en fantasy. Ça amène toujours de grands bouleversements, à la fois pour les personnages et puis de manière plus générale. C'est pas eux qui sont à l'initiative de ce changement, ils se le prennent un peu dans la tronche plus qu'autre chose. On est sur un récit qui est plutôt narratif, c'est pas de la fantasy pleine de combats, etc., même s'il y a des scènes plutôt d'action. C'est un univers qui paraît tellement riche, on a envie de lire plein d'autres récits dedans. J'aimerais beaucoup qu'elle réécrive de nouvelles histoires dans ce même univers parce que voilà, comme je vous ai dit, il est tellement large que je pense qu'il y aurait moyen de faire des choses. Pour ce qui est du côté magique, on n'est pas sur un récit dans lequel il y a des grands combats magiques, etc., des pouvoirs impressionnants, ce n'est pas du tout là-dessus. On est sur un récit qui est beaucoup plus dans des complots et de la politique. Par contre, il y a de la magie et la magie est amenée par un endroit en particulier et c'est vraiment un endroit dans lequel les choses ne se passent pas comme elles se passent ailleurs, mais vraiment pour ma part ça a été une excellente découverte. Je l'ai lu comme je vous disais en format audio, la lecture audio est super bien faite, j'étais complètement captivée dedans. En plus ça s'y prête vraiment très bien parce qu'on est, comme je vous disais, sur l'histoire d'un personnage qui écrit un petit peu ses souvenirs et l'histoire de sa vie et de celle de Malvin. Du coup voilà, ça se prête très très bien à ce format. Vraiment un récit qui concentre plein de choses que j'adore en fantasy, à la fois donc la fin d'un empire, un récit avec un univers hyper bien construit, hyper intéressant et qui tient en aussi peu de pages parce que c'est un récit qui est quand même assez court, qui fait quelque chose comme 350 pages. Donc ouais, c'est vraiment un titre qui est très court, c'est un one shot, donc un tome unique, c'était pas un tome d'une série, et pour autant il est hyper complet et je trouve ça toujours hyper bluffant. Pour la fin de la vidéo, je vous laisse avec la suite de ce que j'avais tourné il y a 2 semaines. Puis du coup voilà, j'en ai terminé du coup pour ce top côté roman. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir certains de ces titres parce que j'ai quand même fait plein de très très chouettes découvertes cette année. Pour ce qui est du côté graphique, j'ai pas spécialement fait de top, c'est plus des récits, des séries que j'ai beaucoup aimées, que j'ai lues pendant l'année, parmi lesquelles il y avait La fille de la mer par Molly Knox Ostertag, l'autrice du Garçon sorcière, et j'ai beaucoup aimé ce nouveau récit. Qui est vraiment super mignon. On a les séries de manga Bright Stories que je suis toujours pas à jour dedans. Je crois que j'ai lu jusqu'au tome 11 et qu'on en est actuellement à 13 tomes publiés, mais voilà, j'ai dévoré les 11 premiers tomes sur les premiers mois de l'année. J'ai beaucoup aimé également le gros titre graphique qui s'appelle Les règles de l'amitié. On est sur un groupe de jeunes filles et ça va parler du coup du sujet des règles. J'ai trouvé que c'était vraiment un titre très instructif et qui est vraiment intéressant à mettre dans les mains des jeunes filles. J'ai beaucoup aimé aussi Wake Up America et puis sa suite qui s'appelle Get Up America, qui sont des titres qui parlent de l'histoire américaine, notamment du parcours pour les droits civiques. Et c'est une thématique que j'aime beaucoup. Wake Up America, c'est une énorme intégrale qui pèse un âne mort, mais c'est super chouette. Et donc du coup il y a une suite Get Up America qui sera en 2 parties. Pour l'instant il n'y a qu'une première partie qui est publiée. J'ai également beaucoup aimé L'espace d'un instant, c'est aussi chez Rue de Sèvres. On est sur un récit qui parle de syndrome de stress post-traumatique, puisqu'on est sur une histoire qui se passe forcément aux États-Unis, dans lequel on a un homme qui est entré dans une classe et qui a ouvert le feu sur la classe. Et nous, on est sur l'histoire du coup du jeune garçon qui
qui s'est intercepté entre l'homme et sa maîtresse d'école. Et voilà pour ce que j'avais mis globalement côté graphique. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous quelles ont été vos meilleures lectures de l'année 2022. Et du coup je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!